Je suis sur les grands boulevards, je vais au Max Linder pour changer. Je vais voir une bataille après l'autre, ou le PTA comme on dit dans le jargon. J'ai beaucoup hésité pour savoir dans quelle salle j'allais aller le voir, puisque je n'ai pas pu aller aux projections presse. Et comme le film a été tourné dans un format spécial en VistaVision, je me suis beaucoup pris la tête pour essayer de trouver la meilleure salle à Paris pour le voir dans de bonnes conditions sur un écran géant. Donc je suis pas allée au cinéma forcément le plus proche de chez moi. J'ai hésité à aller le voir en IMAX, mais j'avais pas forcément envie de traverser tout Paris, donc j'ai fini par me rabattre entre guillemets sur le Max Linder parce que c'est une valeur sûre. Dans tous les cas, j'ai très hâte de le voir parce que ça fait juste des mois que je suis hypée pour ce film. Voilà. Et j'espère que PTA ne va pas te décevoir. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où l'on parle de cinéma évidemment. Où étiez-vous la première fois que vous avez vu un film de Paul Thomas Anderson? Moi, j'étais à l'Utopia, à Toulouse. J'avais 17 ans et quand après 2h30 d'intense sidération devant le film, j'ai vu les mots « There will be blood » s'afficher à l'écran, j'ai dû me retenir de crier comme si j'étais dans un stade de foot. C'était une de ces expériences de visionnage qui altèrent un peu le cours de notre vie et dont on sait qu'on s'en souviendra encore des décennies plus tard. Depuis d'ailleurs, je suis devenue fan de l'œuvre de Paul Thomas Anderson, comme environ 99,9% des cinéphiles. Et cette semaine, on va parler de son nouveau film, Une bataille après l'autre. Pour l'occasion, j'ai invité un ami et critique ciné basé à Londres, Caspar Salmon, pour le débriefer avec moi. En deuxième partie d'épisode, je vous parlerai évidemment des autres sorties à ne pas rater cette semaine. Mais en attendant, je vous propose de nous plonger dans l'œuvre d'un des plus grands cinéastes vivants. Je me souviens de tous les endroits où j'ai vu les films de Paul Thomas Anderson. Pour The Master, c'était le Village East Cinema à New York, le jour de la sortie, oui, je me la pète, puis l'Arlequin à Paris. Pour There Will Be Blood, c'était l'Utopia de Toulouse, 3 fois en une semaine quand même. Pour Phantom Thread, la salle Universal, puis le Luxor à Paris. Et pour Licorice Pizza, le Royal Monceau, puis l'Arlequin, toujours à Paris. La sortie d'un nouveau Paul Thomas Anderson, PTA pour les intimes, c'est toujours un événement. En 30 ans, il a écrit et réalisé 10 longs métrages, dont aucun de mauvais. D'ailleurs, parmi les 10, il y en a au moins 4 qui figurent dans la liste de mes films préférés de tous les temps. C'est un cinéaste qui a été assez peu récompensé, il n'a pas d'Oscar ni de Palme d'Or, et aucun de ses films n'a cartonné au box-office. Pourtant, il est unanimement admiré, et il fait partie des rares réalisateurs à avoir une filmographie que la plupart des mortels pourraient considérer comme parfaite. Paul Thomas Anderson écrit, réalise et produit tous ses films. Et si je devais caractériser son style, je dirais que c'est un auteur connu pour des récits épiques, d'une grande profondeur émotionnelle et d'une grande noirceur, voire violence psychologique plutôt que physique. Ses bandes-son, souvent composées par Johnny Greenwood de Radiohead, sont époustouflantes, tout comme sa photographie, qu'il réalise parfois lui-même. Parmi ses plus grands chefs-d'œuvre, selon moi, il y a There Will Be Blood, sur le boom du pétrole au début du XXe siècle, The Master, où Philip Seymour Hoffman incarne le leader d'une secte fortement inspirée par la scientologie, Boogie Nights, sur le milieu du porno à Los Angeles dans les années 70, mais aussi Punch Drunk Love, un mélange incroyable entre le thriller, le drame et la rom-com avec Adam Sandler. D'ailleurs, c'est un film qui contient une de mes répliques romantiques préférées de tous les temps. I'm looking at your face and I just wanna smash it. I just wanna fucking smash it with a sledgehammer and squeeze it. You're so pretty. Adam Sandler qui regarde Emily Watson en gros plan et qui lui dit « T'es tellement jolie que quand je regarde ton visage, j'ai envie de l'éclater avec une masse ». Pour moi, ça caractérise assez bien le ton noir, décalé et très intense de Paul Thomas Anderson. Plus récemment, il a aussi réalisé Phantom Thread sur la relation romantique légèrement tordue entre un couturier londonien et sa muse. C'est le film qui avait révélé Vicky Krieps et c'est aussi un film qui a occasionné un de mes faits préférés sur Paul Thomas Anderson, le fait qu'il a pensé à ce scénario quand il avait la grippe et que sa femme, la comédienne Maya Rudolph, prenait soin de lui. Il s'est rendu compte qu'il était à sa merci et il a dit « J'étais très malade, j'ai levé la tête vers elle et je me suis demandé si au fond, elle aurait pas envie de me maintenir dans cet état pendant une semaine ou deux. » Honnêtement, c'est un peu couple goals. Et il revient en ce moment en salle avec Une bataille après l'autre, film de 2h50 mettant en scène Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn, Chase Infinity et Teyana Taylor. This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75. Bitch, I felt like Tony Montana! Steve Lockjaw just attacked my home.
and I cannot remember, for the life of my only child, the answer to your question. Maybe you should have studied the rebellion text a little harder. I need to find my daughter. Well, then call us back when you have the time. You just... Depuis sa sortie, la hype ne dégonfle pas et on compte plus le nombre d'articles qui le qualifient de meilleur film de l'année, chef-d'œuvre, etc., etc. Le film parle d'un ancien révolutionnaire nommé Bob, joué par Leonardo DiCaprio, qui a dû prendre la fuite avec sa fille après avoir été dénoncé, mais qui est retrouvé 16 ans plus tard par son pire ennemi, Stephen J. Lockjaw, qui est joué par Sean Penn. Je suis allée le voir avec des attentes très élevées et j'ai trouvé le film génial, tout en pensant qu'il ne perçait pas forcément le top 5 de PTA. C'est un film de presque 3 heures, mais qui défile à toute vitesse, avec des séquences d'action ahurissantes, des performances grandioses et un très bon sens de l'humour. Il faut préciser qu'Une bataille après l'autre est adapté d'un roman de Thomas Pynchon qui se déroulait dans les années 80, mais Paul Thomas Anderson l'a transposé à l'époque contemporaine et s'attaque frontalement à la question du racisme dans l'Amérique d'aujourd'hui. Ça parle de réseaux clandestins en tout genre, de codes secrets, de tunnels cachés, de pseudonymes farfelus. Donc c'est un film très ludique, mais aussi très riche, qui mérite d'être digéré et sans doute revu plusieurs fois. Et c'est pour ça que j'avais envie de le débriefer avec quelqu'un. Alors j'ai fait appel à Caspar Salmon, critique franco-britannique et amateur comme moi de l'œuvre de PTA. Caspar, c'est mon coloc de Cannes, j'ai donc eu de nombreuses conversations enflammées sur les films avec lui, et même si on n'est pas toujours 100% d'accord, c'est une des personnes les plus exigeantes que je connaisse lorsqu'il s'agit d'analyser et apprécier une œuvre. En fait, c'est simple, il y a 2 personnes dont je respecte aveuglément l'opinion en termes de cinéma, c'est Mary Telling, vous la connaissez peut-être, et Caspar. Pour info, à la toute fin de notre conversation, vous pourrez entendre une section avec des spoilers, parce qu'il y a des scènes spécifiques du film que j'avais vraiment envie de débriefer avec Caspar, mais ne vous inquiétez pas, on va laisser ça à la fin, on vous préviendra juste avant cette section, et vous pourrez revenir écouter cette partie plus tard si vous n'avez pas encore vu le film. Nous sommes en communication avec Caspar, mon sensei à moi. Salut Caspar. Salut. Merci d'avoir accepté de débriefer ce film de Paul Thomas Anderson avec moi. Avec grand plaisir. On a l'habitude de débriefer les films souvent en rentrant à l'appart à Cannes, dans un état de fatigue un peu avancé. Là, on est peut-être un peu plus reposé, mais je me suis dit que ce serait quand même chouette de débriefer ce film avec mon coloc habituel de Cannes. On est un petit peu plus reposé, mais on a peut-être aussi moins bu. C'est vrai. On va voir, ça va faire un équilibre un petit peu différent. C'est clair. Bon, je voulais commencer par une question simple. Paul Thomas Anderson est-il le plus grand cinéaste vivant ? Non, je pense pas, mais seulement parce que je mettrais Happy Chat Pong, oui, c'était cool. J'étais un petit peu au-dessus de lui. Ok. Sinon, oui, c'est vraiment pour moi les 2 réals pour qui je loupe pas un film et je me rue dans les cinémas dès que leur film sort. Et je trouve que dans sa filmo, lui devient de plus en plus perfectionniste dans la forme. Et ça, vrai. je l'ai vraiment vu dans ce nouveau film. Donc ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment un niveau exceptionnel. Ouais, c'est ça. En fait, c'est très rare quand même pour les grands réalisateurs, de ne rater aucun film. Il n'y a pas un seul mauvais film dans sa filmographie. Il y en a certains qui sont moins aimés. Inherent Vice, je pense que c'est celui qui est le plus souvent cité comme son moins bon. Mais franchement, moi, j'aime tous ses films. Après, il en a fait 10, ce qui n'est pas énorme si on le compare à un Scorsese, par exemple. Mais c'est quand même remarquable de n'avoir fait que des bangers depuis le début de sa filmographie, quoi. Ouais, exactement. C'est quoi le premier film de PTA que t'as vu ? Je pense que c'est Punch Drunk Love. Ah ouais ? C'était vraiment un choc parce que je m'attendais pas à un film avec autant de poésie, autant de charme et de mystère aussi. Enfin, vraiment, c'est un film que j'avais du mal à cerner. Je m'attendais à quelque chose de plus, je sais pas, de plus Tarantinoesque ou d'assez macho et finalement, c'était pas ça. On en reparlera, je pense, de son rapport à la masculinité. C'est vrai que je trouve qu'il a un cinéma un peu anti-macho et moi, c'est pour ça que je l'adore. Mais je pense qu'il faut qu'on débriefe Une bataille après l'autre. Depuis sa sortie, je vois énormément de médias dire que c'est le meilleur film de l'année, voire le meilleur film de la décennie. Est-ce que on peut se calmer un peu ou pas ? J'aimerais vraiment qu'on se calme un tout petit peu. C'est un très bon film, mais c'est peut-être pas le meilleur film de la décennie quand même. Bah, voilà, c'est un très très bon film. Et je pense qu'en affublant ce film de tellement d'éloges, on lui rend pas service finalement parce que en allant voir ce film, je m'attendais à quelque chose de tellement mieux que ce que j'ai vu. Et le film que j'ai vu est vraiment très très bien. Tu vois, c'est vraiment. J'ai une légère déception en ayant vu un film qui est quand même assez magnifique.
Et je pense quand même que ça reste un des meilleurs films de l'année. Mais pour moi, ouais, c'est pas le meilleur film de Paul Thomas Anderson. Et je suis pas sûre que ce soit le meilleur film de l'année non plus. Et encore moins de la décennie. Mais ça se jouait très peu dans sa filmo parce que vraiment, on parle de films qui sont tellement maîtrisés, qui sont tellement beaux et où on passe un moment, en tant que divertissement, justement, une bataille après l'autre. On voit pas le temps passer. C'est tellement fun, c'est tellement drôle. On a tellement de suspense, c'est magnifique. Et pourtant, ce qui m'a manqué, c'était une politique plus développée, peut-être une histoire qui se concentrerait un petit peu plus sur cette thématique. Et je pense que cette thématique, on l'a perdue au fil de cette histoire. Et finalement, c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus conventionnel au fil du film. C'est devenu un film un petit peu d'action, un film sur la paternité. Et ça, pour moi, c'est un petit peu conventionnel. Et je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus réfléchi, de plus étonnant. Je pense que le propos politique est assez intéressant et assez fort, mais on sent le fait que c'est une adaptation aussi. C'est-à-dire que, il me semble, j'ai pas lu le roman dont le film est tiré, mais il me semble que ça se passe dans les années 80. Et là, il a voulu transposer ça à l'Amérique contemporaine. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un retentissement aussi fort pour beaucoup de critiques américains, parce que je pense qu'ils passent pas un super moment depuis quelques années avec Trump comme président. Et là, on a un film qui parle d'immigration, qui parle de racisme, mais on sent que c'est peut-être pas une histoire originale. Et c'était peut-être le problème avec Inherent Vice aussi, c'est que même si Paul Thomas Anderson écrit tous ses films, là, il adapte aussi la voix de quelqu'un d'autre et le récit de quelqu'un d'autre. Politiquement, moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, mais je suis d'accord avec toi, il y a tellement de choses, en fait, c'est tellement foisonnant. En tout cas, moi, j'en retiendrai peut-être plus l'aspect divertissement que l'aspect politique. Je pense qu'à la fin, ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment de me dire que j'ai passé 3 heures avec le souffle coupé, parce qu'on a séquence sur séquence complètement ébouriffante et que le final est absolument grandiose et que donc je me suis pas ennuyée effectivement une seule seconde, mais je pense pas que c'est le film qui est le propos politique le plus acéré que j'ai pu voir même ces dernières années sur la situation politique aux États-Unis, quoi. Oui, et pourtant ça aurait pu l'être au vu de ce début, un film qui commence sur les chapeaux de roue, qui est un film, oui, d'action au début, mais où on sent vraiment que Paul Thomas Anderson a considéré tous les rapports de ces personnages à eux-mêmes et au pays dans lequel ils vivent. Et on sent vraiment qu'il y a une politique assez travaillée en profondeur. Et cette politique-là disparaît parce que après ce début, quand le personnage de Leonardo DiCaprio se réfugie avec sa fille dans l'anonymat, à partir de là, quand on arrive à l'ère moderne, j'ai l'impression que Paul Thomas Anderson, c'est pas qu'il est perdu, mais c'est que toute cette qualité, toute la complexité de son rapport à la politique, tout ça, ça se simplifie un petit peu, finalement. Et on est là à parler de personnes non binaires ou de... Ouais, tout ça, c'est un petit peu facile. En fait, j'ai l'impression que l'aspect politique qui ressort dans la partie contemporaine du film, il ressort vraiment à travers les personnages de méchants, et notamment le personnage de Sean Penn, qui sont absolument atroces, même si je pense pas qu'ils soient si caricaturaux que ça. Mais c'est des personnages qui parlent de purification raciale. Et un des enjeux du personnage de Sean Penn, c'est de pouvoir appartenir à un club de suprémacistes blancs très puissants. Et donc, c'est un peu ça qui va motiver toutes ces actions. Et donc, là, on sent qu'il y a un propos qui n'est pas du tout voilé de la part de Paul Thomas Anderson sur l'Amérique contemporaine, où le suprémacisme blanc fait son grand retour, ou en tout cas est de plus en plus visible et de plus en plus éhonté dans la sphère politique américaine. Donc ça, c'est sûr que le commentaire, c'est pas un sous-texte, quoi. C'est un texte qui est parfaitement clair. Mais c'est vrai que du côté du personnage de Leonardo DiCaprio, c'est un personnage qui comprend pas trop le monde moderne dans lequel il vit. Et il y a peut-être une projection de la part de Paul Thomas Anderson aussi qui disait qu'il ne se sentait pas à l'aise pour filmer des films qui sont contemporains. Là, il y revient, mais avec un personnage d'un mec qui est un peu à côté de ses pompes, qui est bien intentionné, qui veut utiliser les bons pronoms pour les personnages non-binaires, mais qui en même temps, est un peu dépassé par le nouveau militantisme notamment de la génération de sa fille, quoi, et qui sait pas faire de selfie, qui est aussi clairement, comme il se décrit, un amateur de drogue et d'alcool, et donc qui s'est un peu grillé le cerveau pendant 15 ans, donc ce qui excuse une partie de ses répliques un peu à côté de la plaque, quoi. Oui, je suis d'accord, et c'est même très beau de voir à quel point Paul Thomas Anderson se retrouve dans ce personnage de père,
parce que justement, on sait que lui est père d'enfants qui ne sont pas blancs. Et donc, là-dedans aussi, on trouve un beau rapport à la fille dans cette scène où Leonardo DiCaprio dit je sais pas comment faire ses cheveux. Ouais, je Moi, sais pas cette comment la réplique, coiffer. Ouais. elle m'a tuée parce que je crois que ça a dû venir de quelque chose de personnel de sa part. Et c'était la réplique la plus nue dans le film. C'était la réplique la plus simple. Et là, vraiment, j'ai vu le personnel. Et ça m'a beaucoup ému et j'aurais voulu plus de ce registre, en fait, dans ce personnage. Bah moi, c'est ça qui m'a plu dans le côté film père-fille et film sur la parentalité, c'est qu'on sent évidemment, sans doute un peu l'expérience de Paul Thomas Anderson, qui est père de filles métisses aux États-Unis à l'heure actuelle et qui est obligé de se poser la question de l'avenir du pays et de l'avenir de ses filles et d'avoir un petit peu d'espoir, en tout cas de placer son espoir en elles. Je crois qu'il y a même une réplique qui dit nous, on a échoué, mais peut-être que vous ferez mieux ». Il y a quand même quelque chose de très très beau là-dedans, de dire nous on a été révolutionnaires, mais clairement on a été aussi un peu dépassés. Et peut-être que cette nouvelle génération va continuer à se battre et va se battre un peu mieux que nous, quoi. Oui, je suis d'accord. En même temps, on ne sait pas comment cette nouvelle génération va se battre. On nous donne en fait pas d'indices sur leur nouvelle manière de se battre. Mais cette nouvelle manière, elle va être technologie. Oui. Et c'est sur ce plan que Leonardo DiCaprio est complètement à l'ouest. Et d'ailleurs, c'est tellement beau, cette scène où il parvient pas à se souvenir de son mot de passe. C'est clair. C'est une scène d'anthologie. Rise and shine. Bat an eyelash. Good morning. There are no hands on the clock Why? because they're not needed. What time is it? I don't remember that part. All right, let's just not nitpick over the passwords. Et on sent vraiment que c'est Paul Thomas Anderson qui est dépassé par ça. Enfin, ça provient de lui, j'en suis certain. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais que lui écrit tous ses scénars juste dans Microsoft Word. Ah non, je savais pas. Ouais. Donc, il n'a même pas un logiciel pour faire ça. Quel boomer. Et c'est vrai qu'on le retrouve dans ce personnage. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur l'adaptation littéraire, c'est vrai qu'on le sent cerné par cette adaptation littéraire. J'ai l'impression qu'il ne peut pas se permettre certaines libertés parce qu'il a des personnages qui sont déjà circonscrits par Pynchon. À quel moment tu l'as senti, par exemple ? Dans le personnage de Stephen J. Lockjaw, le personnage de Sean Penn, Paul Thomas Anderson, on sent qu'il veut faire de lui une caricature, vraiment un personnage ridicule et un personnage peut-être même légendaire dans sa connerie. Et pourtant, ça explique pas son rapport à Pathelia, la mère de Willa Ferguson. Je pense que leur rapport, ça fonctionne pas parce que en faisant de ce livre un film qui est centré sur la race et qui est moderne, Paul Thomas Anderson perd la singularité du livre parce que dans le livre, il faut savoir que les personnages sont tous blancs et donc leur rapport entre eux est complètement différent. Donc dans le livre, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de sens à ce que la mère soit attirée par ce mec dégueulasse, le policier, tu vois, qui veut la dégommer. Et je pense qu'on aurait eu plus d'ambiguïté, mais que ça marche pas finalement dans ce film parce que elle, c'est une révolutionnaire noire à la manière de Assata Shakur ou d'autres, et que leur rapport d'ambiguïté où elle est attirée par lui sexuellement, tout ça, je sais pas, ça a pas vraiment marché pour moi parce que on comprend pas vraiment ce qui attire chez lui, et on comprend pas dans ce début quel personnage c'est elle justement. J'ai été très surprise par tout le début du film parce que ce que je savais, c'est que c'était un film sur un père et une fille. Et là, ça démarre et c'est pas du tout sur un père et une fille, c'est sur Leonardo DiCaprio et sa meuf, Teyana Taylor. Et c'est vrai que c'est un personnage féminin assez frappant. Et une des premières scènes où on la voit, elle est en train de donc demander au personnage de Sean Penn de se mettre au garde à vous, entre guillemets. Donc, elle le fait bander. Et c'est une scène d'humiliation sexuelle. On sent qu'en même temps, elle est un petit peu excitée par ça, mais c'est une scène où elle applique une dynamique de pouvoir, où elle renverse le pouvoir, en fait. Et elle utilise le sexe pour humilier ce personnage de soldat. Et donc, il y a quelque chose de très dérangeant parce qu'à la fois, c'est grisant de voir une femme s'emparer du pouvoir de cette manière. Et en même temps, elle est en train d'exercer une forme de violence sexuelle contre lui. Et Paul Thomas Anderson, il va pas par quatre chemins. Et moi, j'avoue que j'étais assez frappée et un petit peu choquée par cette scène. Et en même temps, cette scène est comique aussi. Enfin, elle est jouée sur le plan comique.
Ouais, complètement. Et donc, moi, j'ai bien aimé cette ambiguïté-là. Enfin, j'ai trouvé que c'était très ambitieux de démarrer un film par ça, d'accorder justement tout un film, parce qu'elle va hanter tout le film, même après quand elle n'est plus là, sur justement un personnage de femme noire révolutionnaire qui est en pleine possession de son idéologie politique, de sa sexualité, qui est clairement la plus forte dans le couple avec Leonardo DiCaprio, qui va aussi en même temps subir son postpartum, qui va très mal vivre le fait que lui se sente beaucoup plus paternant après la naissance et qu'elle, elle se fait un peu voler la vedette par son bébé. Elle dit qu'elle est jalouse de sa fille et qu'elle culpabilise un peu par rapport à ça. Donc c'est d'une complexité en fait psychologique assez folle, et on n'a pas toujours l'habitude, même s'il y a des personnages féminins dans beaucoup des films de Paul Thomas Anderson, et souvent je les aime beaucoup, mais là je trouve que c'est très très fort d'entamer son film avec ça. Donc moi j'ai bien aimé cette ambiguïté-là, mais c'est vrai que c'est plus lui qui manque de complexité en fait. Elle, j'ai beaucoup aimé cette complexité qu'on lui accorde et qui va un peu planer sur tout le film jusqu'à la fin, et aussi le fait qu'elle prend des décisions regrettables puisqu'elle va balancer en fait toute son équipe. Mais c'est vrai que lui, le personnage de Lockjaw, t'as raison, il est à la fois très caricatural et grossier et dégueulasse, et en même temps, ses motivations sont peut-être un peu moins claires. Et en même temps, je pense que c'est le personnage du film, que c'est la trouvaille, en fait, Sean Penn, parce que il fonctionne d'une manière cinématographique qui est sublime. Et c'est vraiment un personnage déjà d'anthologie, dans sa coiffure. Mais tu sais, Le peigne qui lèche, là, c'est tellement ignoble. Mais vraiment, je me suis roulée en boule sur mon siège. Déjà, tu vois le mec, il est horripilant. Ah ouais. Est-ce que tu sais si on a un Oscar de la coiffure? Ça n'existe pas, hein? Hair and Makeup, je crois qu'il y a. Hair and Makeup? Ouais. Donc déjà, juste pour le hair, il faudrait un Oscar pour ce film, parce que c'est vraiment une coiffure horrible et une silhouette chez Sean Penn qui est vraiment frappante. Même sa démarche est grotesque. Enfin, vraiment, à chaque fois que tu le vois à l'écran, il est repoussant à tous les niveaux, et le film ne l'épargne pas du tout. Enfin, je m'attendais même à ce qu'il se fasse renverser par une voiture, tu sais, à pleine vitesse à un moment, pour ajouter encore plus de grotesque à toutes ces situations. Mais ouais, c'est vrai que, enfin, moi, je me suis dit, je vois le film être nommé à plein d'Oscars sans aucun problème, mais Sean Penn me paraît le plus évident, en fait, du meilleur second rôle masculin. Enfin, ça me paraît inévitable. C'est lui qui a toutes les scènes qui te font marrer à un point. Cette scène où il parle de quand il essaye de faire partie de ce club les aventuriers de Noël. Ouais. Comment il s'appelle? Ouais, c'est ça, les aventuriers de Noël, les Christmas Adventures, un truc comme ça. C'est tellement ridicule. Et ils lui disent alors, est-ce qu'il y a des regrets ou est-ce qu'il y a quelque chose dans votre passé qu'on a oublié? Puis il raconte une pauvre histoire d'avoir acheté un jet ski. C'est magnifique. Et il fait tout ça avec un sérieux total. Et on sent vraiment une création de personnage qui est hyper marquante et qui dégomme vraiment l'Amérique alt-right qu'on voit aujourd'hui. C'est fou parce que tous ces films sont incroyables techniquement, mais j'ai jamais l'impression qu'il fait de l'esbrouf. J'ai jamais l'impression qu'il se la pète. Et ça, c'est très, très fort parce que tu as parlé de séquences d'anthologie tout à l'heure, et je pense qu'il y en a au moins une, mais en fait, il y en a plusieurs dans chacun de ces films, des séquences vraiment historiques. Et en même temps, ouais, tu n'as jamais l'impression qu'il veut attirer l'attention à ça parce que tu es toujours investi dans l'histoire et dans les personnages. Je m'attardais pas tant que ça sur la réalisation, sur la lumière, parce que j'étais juste trop investie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie de le revoir, parce que là, je l'ai vu qu'une seule fois pour l'instant, et je vais aller le voir en IMAX pour comparer un peu. Ah, super. Une des particularités d'Une bataille après l'autre, c'est qu'il a été tourné en VistaVision. C'est un ancien procédé de captation en pellicule qui était très en vogue dans les années 50, comme le cinémascope, mais qui était très lourd logistiquement et qui est progressivement tombé en désuétude au profit de formats plus répandus et aussi avec l'arrivée du numérique. En France, aucune salle n'est équipée pour le VistaVision à l'heure actuelle. Il est donc impossible de voir Une bataille après l'autre exactement dans le format dans lequel Paul Thomas Anderson l'a réalisé. Mais on peut malgré tout le voir en IMAX dans certaines salles, et il se trouve que le film a été tourné en VistaVision IMAX. Alors, c'est quoi exactement le VistaVision, et c'est quoi l'intérêt de chercher forcément la meilleure salle pour voir le film dans de bonnes conditions? Pour répondre à cette question, j'ai appelé Éric Jolivalt. C'est le programmateur des salles de cinéma du Lac à Paris, et c'est notamment lui qui avait réussi à programmer Licorice Pizza, le précédent film de Paul Thomas Anderson, en pellicule 70 mm à l'Arlequin il y a quelques années. C'était la seule salle de France à l'époque à proposer ce genre de projection pour ce film.
Il avait d'ailleurs raconté sur Twitter tout l'effort que ça avait nécessité de faire venir la pellicule physique des États-Unis et puis de la raccorder, puisqu'il faut savoir qu'en France, il y a de moins en moins de cinémas qui sont équipés pour projeter des films en pellicule parce que le numérique domine totalement. Et il y a quelques réalisateurs, notamment Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson et Quentin Tarantino, qui essayent de remettre au goût du jour la pellicule et qui ont forcé ces dernières années beaucoup de cinémas à se rééquiper pour pouvoir projeter leurs films dans les bonnes conditions et non pas en numérique. Il y a donc un vrai revival de la pellicule. Et d'ailleurs, il y a un autre film récemment qui a été tourné entièrement en VistaVision, c'était The Brutalist, ce qui était d'autant plus impressionnant techniquement puisque c'était un film très très long qui durait 3h30 et il a obtenu l'Oscar du meilleur film et c'est sans doute pas pour rien. Bref, je vous laisse écouter ce qu'Éric Jolivalt avait à nous dire sur les différents formats de Paul Thomas Anderson. Bonjour Éric. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vous avait donné envie d'organiser la projection de Licorice Pizza en 70 mm à l'Arlequin ? En fait, historiquement, l'Arlequin a projeté beaucoup des films de Paul Thomas Anderson. C'était notamment The Master et Inherent Vice, qui avaient été déjà projetés en 70 mm à l'époque. C'est un des rares cinéastes encore, avec Tarantino et avec Nolan, à imposer au circuit une copie 70 mm quand il le peut, quand les exploitants aussi sur place le peuvent. Et c'est génial pour les spectateurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement la projection en 70 mm. Il y en a très peu sur Paris. Donc, le film sortait début janvier. Il faut se rappeler qu'on était post-Covid, à un moment où on annonçait la mort du cinéma encore et encore. Et c'est la programmatrice d'Universal qui m'appelle. C'était 23 ou 24 décembre, quoi. Vraiment juste avant Noël. Et qui me dit, écoute, si tu veux toujours faire le film en 70 mm, c'est possible. Et donc, effectivement, on y avait été. Et à partir de là, ça a été le bordel absolu parce que c'était genre 3 semaines avant. Il y avait cette idée de les copies sont tirées, 70 mm sont tirées exclusivement aux États-Unis. Une copie 70 mm, il n'y a pas le son dessus et il n'y a pas les sous-titres non plus. Ça veut dire que quand nous, on programme un film en 70 mm, on reçoit un disque, un CD, du son à côté, au format DTS, que l'on branche sur nos processeurs son. Et on a un petit projecteur qui est en cabine, qui va projeter les sous-titres. Tout ceci doit être réglé millième de seconde près pour bien s'enclencher. Et effectivement, ça a un gros coût parce qu'on fait une première projection pour tout caler, une deuxième pour vérifier, et après on lance le film. Et vous savez peut-être, projeter même en 35 ou en 70 mm, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de moins en moins de projectionnistes qui sont formés à ça et il y a du matériel qui est un petit peu vieillissant que nous, on entretient, mais ça a un coût, c'est très long et c'est de plus en plus difficile. Donc à l'époque, ça avait été vraiment une vraie volonté de le faire. On était ravis de pouvoir le proposer. Quand on parle de 70 mm ou de 35 mm, c'est évidemment de la projection en pellicule. Et ce que vous disiez, c'est qu'il y a de moins en moins de cinémas qui vont être bien équipés en fait pour projeter en pellicule puisque le numérique domine de plus en plus. Et il y a aussi de moins en moins de projectionnistes qui savent utiliser cette pellicule et la projeter correctement. Donc c'est un vrai défi pour une salle de faire revenir ce mode de projection qui est un petit peu tombé en désuétude quand le numérique s'est répandu, quoi. Ah, exactement, c'est ça, c'est que ça demande d'avoir effectivement une équipe sur place, que ce soit disponible. Si on veut exploiter le film, ce qu'on appelle en plein écran, ça veut dire le film passe toute la journée à 13h, 15h, 17h, 19h et 21h, il faut quelqu'un pour s'occuper de charger et recharger le film à chaque fois et être derrière. Et maintenant, on voit des copies qui s'abîment beaucoup plus rapidement, qui sont de moins bonne qualité. Et ça, parce que même du côté des labos, il y a des savoirs qui sont en train de se perdre et des choses qui ne sont plus possibles. C'est de plus en plus difficile d'avoir des projectionnistes, c'est de plus en plus difficile d'avoir des belles copies. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a une copie 35 mm que le film a été tourné en 35 mm. Il peut très bien avoir été tourné en numérique et être projeté en 35 mm. Mais alors, concrètement, c'est quoi l'intérêt de projeter en 70 mm plutôt qu'en numérique, puisque c'est énormément de boulot? Qu'est-ce que ça change pour le spectateur d'aller voir un film en 70 mm comme il a été tourné, plutôt que de voir une copie en numérique, ce qui va être le cas de la plupart des spectateurs en France, en fait? Je pense qu'il y a quelque chose quand même dans la pellicule, quelque chose d'un petit peu magique. Ça reste quelque chose d'inimitable. C'est pas très différent. En vrai, vous n'allez pas moins apprécier un film parce que vous le voyez en numérique qu'en 35 ou en 70 mm. Mais il y a encore quelque chose qui se passe et je trouve que c'est assez étonnant parce que quand on se retrouve devant une copie, une pellicule, au début, on est un petit peu dérouté, notamment parce que les sous-titres, si le film est sous-titré, tremblent
légèrement. Et très vite, on rentre dedans. Tout le monde parle de cette fameuse profondeur de champ de la pellicule qui est inimitable. Il y a un grain, il y a quelque chose. Et je pense que sur Licorice Pizza, qui était un film qui se passait dans les années 70 à l'Arlequin, qui est un cinéma qui en plus a un look très années 70 aussi, il y avait quelque chose qui était très cohérent. Il y avait vraiment quelque chose, on retrouvait l'atmosphère du film, on retrouvait... Donc, tout était vraiment hyper bien. Et pour les plus heureux ou chanceux auditeurs de votre émission, s'ils ont la chance d'aller au BFI à Londres, qui est pour le coup le seul endroit où on peut voir du 70 mm IMAX, la salle est tellement impressionnante. Enfin, il y a quelque chose, le 70 mm permet un détail dans l'image que même en 4K, en 8K, en tout ce qu'on veut maintenant, quelque chose qui n'est pas le même. Oui, c'est une expérience de visionnage vraiment spéciale. Et alors là, Une bataille après l'autre, le nouveau film de Paul Thomas Anderson, c'est encore un autre cas de figure, puisque si j'ai bien compris, il a été tourné en VistaVision IMAX. Mais donc, personne en France ne peut le voir dans le format dans lequel il a été tourné, puisqu'il n'y a pas de salle équipée VistaVision en France, si j'ai bien compris. Non, parce que c'est un format disparu. C'est un format qui avait lieu dans les années 50-60. En regardant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait eu Hitchcock qui avait tourné plusieurs films, tout ça. Et effectivement, en vrai, le format se rapproche dans sa dimension très fortement de l'IMAX. Donc, je pense que quand on le voit en IMAX avec l'écran carré et qui prend toute la dimension du mur, on est au plus proche de ce qu'avait voulu Paul Thomas Anderson. Mais il y a quelque chose un petit peu d'une préciosité à choisir ce format-là et à le travailler, tout en sachant qu'il y a peut-être 2 cinémas aux États-Unis qui peuvent le faire vraiment dans ce format-là, et que dans le reste du monde, je suis même pas sûr qu'il y en ait vraiment d'autres. Honnêtement, je m'y perds avec ces histoires de format, mais C'est ça, tout le monde va s'y perdre un petit peu et tout le monde va se tromper entre le format de captation et le format de projection qui n'ont pas nécessairement à être les mêmes et qui sont rarement les mêmes, effectivement. Bah moi, je vais retourner le voir en IMAX, je pense, pour essayer de faire la comparaison. Je l'ai vu au Max Linder, là, donc je vais voir si ça change quelque chose ou pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce que je retiens de cette conversation avec Éric Jolivald, c'est que évidemment, ça peut être époustouflant de voir le film dans les meilleures conditions, en VistaVision, IMAX, mais il faut aussi être réaliste. En fait, tout le monde n'a pas accès à ce genre de projection. Et en vrai, un bon film reste un bon film. On le sait quand on a découvert plein de chefs-d'œuvre sur magnétoscope quand on était enfant, ça ne nous a pas forcément empêché d'apprécier ces films-là, et je pense qu'il faut le retenir et ne pas devenir un snob de la pellicule à tout prix. Malgré tout ça, je suis impatiente de revoir le film en IMAX pour en prendre encore plus plein la vue, et notamment pour une scène qui est peut-être celle qu'on retiendra d'une bataille après l'autre. C'est une scène de course-poursuite sur une route vallonnée de Californie en plein milieu du désert. C'est une vraie séquence de bravoure visuelle qui joue sur le relief de la route pour créer une tension quasi insoutenable puisque les voitures n'arrêtent pas de disparaître du champ de vision des personnages à chaque nouvelle colline. J'avais jamais rien vu de tel, c'était époustouflant et ça dure très longtemps. Il y a aussi de l'humour dans cette scène. Bref, c'est incroyable et d'ailleurs, je crois que cette scène a aussi beaucoup marqué Gaspard. Mais ouais, je pense que c'est très rare que je vois pas un film de Paul Thomas Anderson plusieurs fois parce que la première fois, en fait, c'est juste le bout de l'iceberg et après, il faut le revoir pour creuser un petit peu et apprécier encore plus toutes les scènes. Ouais, moi, ce film, je l'ai vu une fois et puis je vais aller le revoir et j'espère voir des choses qui m'ont échappé, voir ce qui m'avait manqué un petit peu la première fois. Parce que finalement, ce film, que je trouve très beau, j'ai l'impression qu'il faut que je le redise à chaque fois, ce film qui est très bien. Pourtant, il m'a manqué quelque chose parce que c'est pas vraiment mon truc, tu vois, des films de poursuite, parce que même si cette scène de poursuite, elle est magnifique, et elle est vraiment presque personnelle aussi, elle est aboutie, mais aussi elle vient des personnages eux-mêmes. Même si cette scène, elle est vraiment magnifique, c'est quand même une scène de poursuite. Et enfin, pour moi, ça a un intérêt un petit peu mineur de voir un réalisateur qui est tellement fort se mettre à cet exercice-là, en fait. Ça t'a fait penser à d'autres films de lui? Parce que, justement, en parlant de Phantom Thread, je me suis dit que les 2 films sont dans un registre féerique de temps en temps. On se retrouve dans le conte de fées.
on voit l'histoire de Barbe Bleue à travers Phantom Thread, la nouvelle mariée. Oui, c'est vrai. Et le mari qui lui dit surtout ne va pas dans cette pièce, Ouais. tu vois. Tu vas voir des secrets qui vont t'horrifier et tout. Et donc elle a affaire à ça. Stop playing this game. What? All your rules and your walls and your doors and your people and your money and all these clothes and everything. This game. Well, it's entirely up to you whether you choose to share it or not. If you don't wish to share that life, as apparently it's so disagreeable to you in every respect, why don't you just fuck off to back where you came from? Et dans ce nouveau film, Une bataille après l'autre, j'ai pensé à La Belle au bois dormant, avec cette histoire de la fille qu'on protège. Il y a tous les baddies qui la cherchent partout. Bah en plus, elle est en robe de prom avec sa petite jupe à froufrou. D'ailleurs, les costumes de Colin Atwood du film sont incroyables. Là, pareil, que ce soit Sean Penn, que ce soit le peignoir de DiCaprio, que ce soit la robe de prom de Willa. Toutes les tenues sont iconiques, en fait. Mais ouais, t'as raison, c'est vrai qu'il y a un plan un peu allégorique dans le film qui fonctionne pas trop mal, mais je sais pas si ça m'a beaucoup fait penser à d'autres films à lui, à part peut-être Licorice Pizza dans la frénésie de certains moments, parce que voilà, c'est la caméra qui est tout le temps en mouvement en fait. Les seuls moments où la caméra se pose un peu et devient statique, c'est quand on est avec les racistes dans leur bureau un peu aseptisé. Et d'ailleurs, j'écoutais dans un podcast un critique américain qui disait que les seuls moments où la caméra s'arrête de bouger, c'est quand les personnages se sentent en sécurité. Et donc, ce n'est qu'avec ces personnages de suprémacistes blancs. Et tous les autres sont toujours en fuite, en fait. Cette scène de suprémacistes, elle est géniale. C'est les suprémacistes qui sont ensemble et qui discutent de Lockjaw et qui disent on a entendu une rumeur comme quoi il a une fille mixed race. Et c'est tellement drôle. Un autre personnage dit mais quel mélange en fait. Ouais, c'est ça, quel mix. Quel mix. C'est atroce. C'est affreux d'entendre ça dans un film. Il retient pas ses coups, on va dire, avec les personnages de white suprémacistes. Et il y en a un aussi qui est l'agent Danvers, je crois, j'ai noté, qui est l'agent qui va interroger les ados, qui est mais glaçant, très très bien casté aussi. Mais ouais, ces scènes-là, elles sont vraiment terrifiantes parce que c'est aussi les seuls moments où le film se pose un peu et où du coup tu prends en pleine face la violence des mots de ces personnages, quoi. Pour revenir à ce que tu disais sur les costumes, peut-être le costume qui m'a le plus frappé justement, et je viens d'y penser, c'est ce personnage d'agent qui poursuit Willa et qui est là dans son chandail Lacoste. C'est quand même incroyable. On a l'impression de voir un spectateur à Roland-Garros. Il faut qu'on parle du personnage de Leonardo DiCaprio, Bob. On a beaucoup parlé de la performance de Sean Penn, mais alors DiCaprio est exceptionnel dans ce film. C'est un personnage de loser, d'attachant loser, qui rappelle aussi un petit peu le dude en fait dans le film des frères Cohen, Big Lebowski. Avec son peignoir, qui est tout le temps défoncé, qui est tout le temps bourré, qui se souvient de rien et qui est donc le loser du film d'action, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment il s'en sort et d'ailleurs il s'en sort pas trop. DiCaprio est génial dans ce rôle et moi j'adore le voir un peu comme dans Once Upon a Time in Hollywood, endosser des rôles de mecs has-been en fait qui sont totalement à côté de la plaque et qui sont rattrapés par leur propre obsolescence, quoi. Oui, je suis d'accord. Je crois que sa performance est intéressante parce que il en fait des tonnes, mais ce personnage a besoin d'en faire des tonnes et je crois que il endosse vraiment ce rôle de loser pour mettre en valeur les autres personnages et surtout le personnage de Willa. Mais ce qui m'a le plus frappé chez DiCaprio, c'était de le voir en couple avec Diana Taylor dans la première partie. Et tu disais tout à l'heure que le personnage de Perfidia, c'est le personnage principal dans leur couple. C'est vraiment elle qui mène tout. Et je crois que ça se retrouve aussi dans les performances. Et j'ai l'impression que DiCaprio se met en second plan. Ouais, t'as raison. Dans sa prestation par rapport à elle. Et c'est elle qui le domine en tant que personnage, mais en tant qu'actrice aussi. Mais c'est assez beau parce que c'est aussi le cas de Chase Infinity qui joue sa fille. En fait, c'est vrai qu'il se met un peu en retrait par rapport au reste du casting à certains moments. Et de toute façon, le personnage de Teyana Taylor, c'est la première qu'on voit à l'écran. On entend sa voix off à plusieurs moments dans le film. Même si elle n'est pas tout le temps là, c'est le personnage du film. C'est elle qui va mettre en action
toute l'histoire. Et c'est vrai qu'il a beau en faire des caisses, il ne domine pas le film. Et c'est assez agréable. Contrairement à d'autres films où je pense que c'est peut-être ça qui avait pu me déranger, c'était le fait qu'il domine un petit peu trop, notamment dans The Revenant pour lequel il a été oscarisé. Là, il y a une certaine humilité, en fait, et une intelligence, en fait, dans la manière dont il choisit de jouer ce personnage qui est vraiment remarquable. Mais ça, on le savait déjà un petit peu que c'était un acteur comique de haut niveau. On l'avait vu dans The Wolf of Wall Street, dans cette scène où il rampe. Justement, il est complètement dégommé, il n'arrive pas à se foutre dans sa bagnole. Et donc ça nous avait déjà offert des petits indices là-dessus. Et pourtant, c'est vrai que DiCaprio, dans sa filmo, on l'a beaucoup vu en mec un petit peu macho, le personnage principal ou l'homme qui va, je sais pas, entrer en combat ou enfin vraiment endosser toute l'histoire. Et là, c'est vrai qu'il est en retrait et il marche beaucoup plus dans ce registre-là. Même dans Le Loup de Wall Street, moi, c'est un peu ça qui m'avait dérangé, même si j'aime ce film, je le trouvais un peu ostentatoire, quoi. Ouais. Et bon, ça colle tout à fait avec, évidemment, le propos du film, hein. Mais c'est vrai que je le préfère dans un film comme ça, où effectivement, il est remarquable, mais c'est vraiment un loser, quoi. Et puis là, complètement rabougri à côté de sa cabine téléphonique, en train d'essayer de se souvenir de son mot de passe en peignoir. Enfin, juste exceptionnel. J'ai aussi pensé au film de Scorsese, Killers of the Flower Moon. Je pense que la faiblesse de Killers of the Flower Moon, c'est aussi un petit peu la faiblesse d'une bataille après l'autre. C'est que le personnage de DiCaprio, dans un monde parfait, ne serait pas le personnage principal de ce film. Ce film serait peut-être meilleur ou plus parfait si on pouvait le voir à travers la perspective de cette fille, de la révolutionnaire qui va faire un monde meilleur. Est-ce que cette histoire fonctionne au mieux de ce qu'elle peut avec DiCaprio au centre? Moi, je trouve que ça fonctionne vraiment mieux dans ce film-là que dans Killers of the Flower Moon, où je partage totalement ta perspective. Là, je trouve qu'elles sont tellement incarnées, tous ces personnages de femmes, dès le début du récit, et même Jungle Pussy, mais vraiment, le moment où elle débarque pour braquer une banque, et où elle dit « Je m'appelle Jungle Pussy, et le pouvoir, ça ressemble à ça », et où elle parle de Black Power et où elle est physiquement en train de tous les dominer, de marcher sur les comptoirs. Enfin, cette scène, elle est tellement puissante. Toutes les scènes de Teyana Taylor sont tellement puissantes et tellement marquantes. Et Chase Infinity a aussi des moments vraiment très, très forts et son personnage est très bien incarné dans le film, que ça me dérange moins parce que pour moi, il y a vraiment un effort de les incarner à travers tout le film. Qu'est-ce qu'on pense de l'échange « What's my favorite kind of pussy? Mexican hairless » Ça m'a tellement fait rire, je suis désolée. C'était à la fois très drôle et un peu choquant. Et c'est dans des moments comme ça que je me suis plus demandé ce que Paul Thomas Anderson cherchait à raconter politiquement, en fait. Parce que du coup, là, on a les personnages qui sont plutôt du bon côté, mais qui disent des trucs tout aussi choquants et racistes que les autres personnages, même si ça arrive d'une manière plutôt légère. Je sais pas, je me suis un peu interrogée sur cette réplique. Je crois que tout ce qui a trait à la race dans ce film, c'est hyper intentionnel, en fait. Et je trouve que Paul Thomas Anderson est en train d'essayer de faire quelque chose. Il veut souligner la race à chaque moment dans le film. C'est dans tous les couples, c'est dans toutes les permutations. Et je sais pas si ça fonctionne complètement, mais je trouve ça très stimulant. Et je pense que cette volonté de prendre un risque et de parler de race d'une manière aussi libérée et aussi folle. Et frontale. Ça, c'est super intéressant de sa part, sachant aussi, son histoire personnelle à lui. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. En fait, t'as raison, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas avec le personnage de Benicio del Toro, dont on n'a pas trop parlé, mais qui est surnommé Sensei, et qui est très, très drôle aussi, et qui compose quelque chose d'assez fou. Je trouve ce personnage vraiment exceptionnel, et j'adore la scène de son arrestation, évidemment, quand il est en train de danser comme ça, avec les mains en l'air. Enfin, juste génial, quoi. Et justement, en parlant de race, il y a un moment où on dit de lui qu'il est à la charge d'une situation latino Harriet Tubman, ouais. Ça, c'est aussi un moment qui fait ressortir la race du personnage. À chaque fois, c'est souligné et c'est interrogé. Ça te rend inconfortable, en fait. Mais je pense que tout ça, c'est voulu par lui. Et même si ça marche pas toujours, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans
dans cette difficulté, dans cette ambiguïté. Ouais, et d'ailleurs, ça me rappelle que dans Licorice Pizza, il y avait une séquence où il me semble que c'était un personnage asiatique, non, qui subissait certaines vannes. Et il y avait des gens qui avaient accusé Paul Thomas Anderson d'être raciste puisqu'il avait inclus ces répliques-là, qui étaient des blagues racistes. Mais en fait, le problème venait plutôt du fait que des gens riaient dans la salle de cinéma au moment où ces répliques étaient prononcées. Il a l'ambition de parler peut-être frontalement de certains aspects de l'identité américaine et notamment l'identité raciste américaine, quoi. Je voulais parler d'une théorie que j'ai sur Paul Thomas Anderson. En fait, on parle beaucoup depuis quelques années de male gaze et de female gaze au cinéma. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que PTA, même s'il raconte principalement des destins masculins, qu'il opère avec un female gaze. J'ai vraiment l'impression qu'il filme la masculinité avec un regard qui est un regard critique et parfois même un peu distant. Et en plus, il a des personnages masculins qui sont pas du tout machos. J'ai l'impression qu'il y a une manière très très spécifique en fait chez Paul Thomas Anderson de raconter les hommes. Et d'ailleurs, moi, le premier film que j'ai vu de lui, c'était There Will Be Blood, pas un film dans lequel il y a beaucoup de meufs. Non. Et je me suis totalement projetée dans tous les personnages masculins de ce film. J'avais 17 ans et je me suis projetée dans le gamin, je me suis projetée dans le personnage de Paul Dano, dans celui de Daniel Day-Lewis. Et c'est rare, en fait. Ça m'arrive pas toujours de réussir à me projeter dans des personnages masculins comme ça, mais je trouve qu'il a une manière de filmer ces personnages masculins qui est très spécifique et qui relève un peu du female gaze, mais je sais pas si c'est totalement absurde de dire ça ou pas. Et je voulais t'interroger là-dessus. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Enfin, en tout cas, ce regard est vraiment critique sur la masculinité et sur aussi sur les rapports de pouvoir entre les hommes. Dans beaucoup de ces films, on voit un rapport entre deux hommes qui sont l'un contre l'autre pour diverses raisons. Et on voit ça dans The Monster, dans There Will Be Blood, dans Punch Drunk Love. On a une confrontation entre Philip Seymour Hoffman et Adam Sandler. Adam Sandler, ouais, merci. Et on voit dans tous ces rapports que une personne ne se sent pas assez homme. Et ça ressort en tant que rage, en tant que violence, en tant que jalousie aussi. Et donc, oui, je pense qu'il a un regard qui est assez critique et qui est aussi un petit peu rieur, j'ai l'impression. Tu vois, c'est aussi, il se moque de ça. Ouais, je trouve que le modèle de masculinité des films de Paul Thomas Anderson, c'est quand même un modèle très spécifique et c'est souvent un modèle androgyne. Enfin, en fait, déjà, sa carrière est indissociable de celle de Philip Seymour Hoffman, qui incarnait une masculinité qui pouvait être parfois très impressionnante, mais aussi très douce et très sensible. Pareil avec Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix, Paul Dano. Enfin, en fait, c'est des acteurs qui répondent à une masculinité qui est peut-être différente de celle justement qu'on va trouver dans les films de Scorsese, qui a aussi une vision très critique de la masculinité, mais qui lui va s'intéresser justement à la masculinité violente, macho, viriliste, et un peu la démonter. J'ai l'impression que c'est pas ça que fait Paul Thomas Anderson et que ces personnages, déjà à la base, contiennent une grande part de sensibilité et contiennent une incapacité à être 100% viril et 100% macho, mais du coup, d'une manière que je trouve très plaisante, quoi. Oui, chez Paul Thomas Anderson, je pense que la forme n'est pas macho. Elle est très, très fine et je crois que c'est peut-être parce que ça part du scénario toujours. Ça part de l'écrit et des personnages il n'en fait jamais trop dans ces scènes. Donc, oui, on a eu des scènes d'anthologie, mais c'est jamais le mec qui se la pète, qui veut nous montrer telle ou telle scène. C'est pas un Tarantino, par exemple. Et c'est vrai que oui, on ressent une douceur quand même chez lui. Ouais. Même si le propos peut être violent, même si ça peut être très grand comme sujet. Enfin, dans There Will Be Blood, c'est un film qui est quand même, je sais pas, viril peut-être dans son sujet et dans sa forme aussi. If you have a milkshake and I have a milkshake, my straw reaches across the room and starts to drink your milkshake. I drink your milkshake. Dans sa manière, dans le ton, je pense qu'il a une sensibilité qui est complètement différente. J'ai vu sur Instagram que tu avais classé les films de PTA et j'étais vraiment d'accord avec toi. C'est pas toujours le cas, mais là, je pense qu'on a quasiment le même. C'est quoi ton classement? Dans le top, je mets There Will Be Blood, puis Phantom Thread, et puis The Master, et même Punch Drunk Love.
Je crois que c'est des films qui sont parfaits. Et puis après ça, on a des films qui sont brillantissimes. Et donc, parmi lesquels je retrouve... en fait aussi, Boogie Nights. Je vois pas de problème dans ce film. Je pense que on pourrait aussi dire de ce film qu'il est parfait. Magnolia aussi, non? Tu le mets un petit peu en dessous? Un tout petit peu en dessous, parce que en le revoyant, j'ai trouvé ce ton un petit peu ironique, ce ton de la narration et de toutes ces coïncidences qu'on voit dans le film. Tout ça, j'ai trouvé ça un petit peu Look at Me, tu vois. Je pense que c'est son film le plus ostentatoire et son film qui veut le plus justement rappeler Scorsese. Et en même temps, il a fait ce film à 29 ans. Enfin, c'est de la folie, quoi. Et c'est son 3e film, je crois. Enfin, c'est son 3e long métrage, en tout cas. Enfin, c'est d'une ambition totalement démesurée et l'exécution est réussie, ce qui est encore plus fou, quoi. Mais c'est vrai que oui, par rapport au reste de sa filmographie, c'est le plus m'as-tu vu. Exactement. Et pourtant, ce film, j'ai des scènes que j'adore, auxquelles je pense, mais tout le temps. Est-ce qu'il y a Julianne Moore à la pharmacie? What? You fucking asshole. Who the fuck do you think you are? I come in here, you don't know me, you don't know who I am, what my life is, and you have the balls and decency to ask me a question about my life? Fuck you too! Don't you call me lady! I come in here, I give these things to you, you check, you make your phone calls, look suspicious, ask questions. I'm sick! I have sickness all around me, and you fucking ask me my life? What's wrong? I'm using death in your bed, in your house. Ouais, ça, c'est génial, mais aussi la scène où le petit garçon se pile dessus dans le studio. Cette scène-là, justement, quand on parle de rapport à la masculinité, elle est hyper belle et elle est très intéressante et elle est filmée mais parfaitement. Il parle d'un garçon qui ne peut pas parler pour lui-même. C'est tout en beauté. Enfin, c'est vraiment c'est tout en délicatesse cette scène-là. Et donc oui, Magnolia un tout petit peu en dessous. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on a? Licorice Pizza et ce film-ci, donc Une bataille après l'autre. Et Hard Eight, c'est un film génial, mais on sent vraiment que c'est son premier film. Oui. Et puis après, j'ai juste Inherent Vice tout en bas. Ça marche pas pour moi. Bon, pour moi, le numéro 1, c'est There Will Be Blood. C'est vraiment un de mes films préférés, ça a changé ma vie. Enfin, pour moi, c'est le top 1, il n'y a que celui-là, quoi. Et après, par contre, le reste, j'avoue que je mettrais sans doute au même niveau Phantom Thread, Punch Drunk Love, Magnolia et The Master. The Master, j'étais moins fan la première fois que je l'ai vu parce que je l'ai trouvé très froid, mais en fait, rien que pour la scène où Amy Adams branle Philip Seymour Hoffman devant un miroir. You can do whatever you want, as long as I don't find out. And as long as no one that I know knows about it. Other than that, stop with this idea. Put it back in its pants. It didn't work for them and it's not going to work for you. C'est là aussi une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma, en fait. Donc rien que pour ça, je suis obligée de dire que c'est un chef-d'œuvre. Et Boogie Nights aussi. Et après, je pense que dans le panier du fond, qui est encore une fois composé uniquement d'excellents films, je mettrais Une bataille après l'autre, Licorice Pizza, Inherent Vice et Hard Eight. Mais pour moi, c'est vraiment ces 3 niveaux, quoi. Enfin, il y a There Will Be Blood qui domine. Et après, quand même, vraiment que des très, très forts. Phantom Thread, je pense que c'est quand même un pour lequel j'ai beaucoup d'affection parce qu'il y a plein de gens qui l'avaient moins aimé aussi. Et alors que je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu, quoi. Je savais pas qu'il y avait des gens qui avaient moins aimé Phantom Thread. En France, ouais, en tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait une réception un peu mitigée et il y avait quelque chose de moins épique, je pense, que dans des films qu'il a fait comme Boogie Nights ou There Will Be Blood ou Magnolia, qui ont peut-être moins parlé à une partie du public. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais retenu à l'époque, que les gens trouvaient que c'était un petit film, ce qui m'avait profondément agacée. Tu me diras leur nom et j'irai les tuer. Exactement. Après les avoir pourchassés sur des collines pendant très, très, très longtemps. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette scène. Là, je suis d'accord. Je pense que c'est une des meilleures séquences d'action de la décennie. Ça donne le vertige, cette scène. C'est tellement maîtrisé et c'était incroyable pour moi de voir même juste la texture de la route. Ouais. On sentait le grain de cette rue, quoi. C'est vraiment c'est insensé d'avoir un feeling aussi total pour le monde et pour la manière de filmer.
Alerte spoiler, si vous ne voulez pas entendre des informations sur des répliques spécifiques ou surtout sur la fin du film, c'est le moment de vous arrêter. Vous pouvez avancer peut-être de 2 minutes le podcast et revenez plus tard pour écouter notre petite conversation spoiler avec Caspar. Après ça, on se retrouve avec une scène entre papa et fille, une scène conventionnelle. Ouais, mais là, c'est l'émotion, quoi. Enfin, moi, j'ai été émue quand même pendant cette scène. Et la lettre de la mère, vraiment? T'as émue? La lettre de la mère, un peu moins, mais je pense que c'est la petite récompense, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas un film si conventionnel que ça et que du coup, on peut s'autoriser un petit peu de convention. C'est vrai que c'est pas le truc le plus radical du film, mais j'ai trouvé ça tellement beau, en fait, la voix off et surtout le passage de relais, quoi, de dire, bah, nous, on a échoué, mais toi, tu pourras y arriver. Et le fait de voir ça aussi à travers le regard de DiCaprio, pour le coup, marche bien, de voir que lui, il est juste ému de voir sa fille être connectée à sa mère. Je sais pas, moi, ça a marché. Peut-être que j'étais juste en SPM très, très fort à ce moment-là, mais ça m'a ému. Parce que moi, l'aspect attends, où est-ce que tu vas? Bah, je vais faire la révolution, papa. Ok, bah, rentre pas trop tard. Tu vois, c'est bon. Franchement, je m'attendrais à voir ça dans un film de quelqu'un d'autre, mais chez Paul Thomas Anderson, c'est un peu grinçant, quoi. C'est vrai que c'est un peu sweet, mais je sais pas, moi, ça m'a plu. Bon. En fait, quand tu mets ça en contraste avec la fin du personnage de Sean Penn, je pense qu'on peut s'accorder un petit peu de douceur, alors qu'on a quand même le personnage de Sean Penn, il faut le dire, qui finit gazé et incinéré. Donc, niveau subtilité, on reviendra. Mais il y a une justice cosmique quand même assez extraordinaire avec la fin de ce personnage. Mais en même temps, c'est tellement rentre-dedans que sur le coup, je savais pas trop quoi en penser, quoi. J'ai levé les yeux au ciel en mode « Ah ouais, quand même, enfin, il est allé jusque-là, quoi. » Quand je me suis rendu compte que ce personnage allait être tué une deuxième fois. Mais oui. J'étais remplie d'une joie, mais totale. Mort atroce. C'est d'une grande violence, d'une grande froideur et en même temps très drôle. Et donc, ouais, je pense qu'en contraste, voilà, la lettre mère-fille peut peut-être venir adoucir tout ça parce que là, on a une fin qui est très gros sabot quand même concernant le personnage de Sean Penn. Et je me demande bien ce que les conservateurs américains vont en penser d'ailleurs. Mais je pense que justement, Anderson sait qu'on a faim de cette mort-là, en fait. Ouais. Qu'on a besoin de la voir. Il faut qu'on voit ça parce qu'on est complètement dépourvu. On a besoin de voir quelque chose d'aussi violent et d'aussi final parce on n'a rien, quoi. D'où vient notre joie, en fait? Si ce n'est de l'incinération de Sean Penn. Ouais, exactement. Nous, notre revanche, on ne pourra jamais la voir. Bah, c'est vrai que c'est une violence qui n'a rien de subtil dans le film, mais qui reflète assez bien l'absence totale de subtilité et la violence de la vie politique actuelle, et notamment la vie politique aux États-Unis, ça c'est sûr. Et puis je pense que c'est pas anodin du tout que ces 2 morts soient occasionnées par d'autres suprémacistes blancs. C'est-à-dire qu'au final, ce ne sont jamais les personnages de révolutionnaires progressistes qui vont infliger cette violence-là au personnage de Sean Penn, mais c'est son propre camp qui estime qu'il n'est pas assez suprémaciste blanc, en fait, pour mériter de survivre, quoi. Donc là aussi, il y a un commentaire qui est évident et assez croustillant. Bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là sur la mort de Sean Penn. On en a assez dit. Ouais. Merci beaucoup d'avoir donné ton avis sur ce film et sur Paul Thomas Anderson, un des plus grands cinéastes vivants. On lui enverra l'épisode. On verra s'il est d'accord. Merci beaucoup, Anaïs. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il fait au moins 8 000. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Je pense que vous l'aurez compris, je vous recommande chaudement d'aller voir Une bataille après l'autre en salle, mais il n'y a pas que ce film-là au cinéma en ce moment. Cette semaine en salle, vous pouvez aussi retrouver la Palme d'Or de cette année, Un simple accident, de Jafar Panahi. ببین با من چیکار کردی کثافت آشغال اقبال پا قشنگه خدا تعالی اسمش گوشم نخورده. Jafar Panahi, c'est un cinéaste iranien qui a été condamné à de nombreuses reprises par le régime iranien. Il a été assigné à résidence pendant très longtemps. Il ne pouvait pas se déplacer dans tous les festivals dans lesquels il avait été malgré tout sélectionné, puisque c'est un cinéaste qui a toujours continué de tourner dans la clandestinité, qui se mettait lui-même en scène dans ses propres films, puisqu'il disposait de très très peu de moyens, mais il a toujours continué à faire du cinéma. Et là, ce film pour lequel il a été récompensé avec la Palme d'Or, c'est un film très puissant. Ça parle d'un mécanicien qui reçoit chez lui un père de famille qui vient d'avoir un accident de la route
Et en entendant la voix de ce père de famille, il croit reconnaître son bourreau, puisque c'est un mécanicien qui avait été emprisonné par le régime iranien et torturé. Et donc, il va commettre un acte un peu fou, il va kidnapper cet homme et décider de se venger, mais en même temps, un doute subsiste, puisqu'il avait les yeux bandés quand il était torturé en prison. Est-ce que l'homme qui l'a kidnappé est vraiment son tortionnaire ou pas? Et est-ce qu'il doit se venger ou plutôt lui pardonner? Donc le film opère comme une fable morale, mais c'est aussi un thriller et une comédie. Il y a beaucoup de moments très loufoques. C'est encore un film qui fait preuve d'une inventivité assez folle, puisque Jafar Panahi a beaucoup de difficultés à tourner ses films. Et donc là, il y a notamment plein de scènes qui se passent dans une voiture. C'est vraiment captivant, très drôle, très stimulant intellectuellement, puisqu'on se pose nous aussi la question de ce qu'on ferait moralement si on se retrouvait dans la situation du personnage principal. On se prend aussi un petit peu d'affection pour ce père de famille. Sa femme est enceinte, il a une fille en bas âge. On se demande s'il mérite toute la violence qui pourrait se déchaîner sur lui dans le film ou pas. C'est un très grand film qui fait appel à tout ce qu'on sait aussi de la vie de Jafar Panahi en tant qu'homme et en tant que cinéaste. C'était très émouvant de le voir présent physiquement à Cannes pour être récompensé par la Palme d'Or. Et je pense vraiment qu'il faut le voir si vous en avez l'occasion. Vous allez le voir, ma sélection cette semaine est très politisée et parle de régime tyrannique et d'oppression politique. C'était le cas avec Une bataille après l'autre, c'était le cas avec Un simple accident. C'est aussi le cas d'un documentaire qui est sorti en salle cette semaine, Soundtrack to a coup d'État, réalisé par le Belge Johan Grimont-Prez. C'est un documentaire plutôt expérimental dans sa forme. Ça parle de la décolonisation en Afrique dans les années 60, notamment l'indépendance du Congo en 1960. Et ça raconte aussi le rôle qu'ont joué les musiciens afro-américains pendant cet événement historique sur fond de guerre froide. Un rôle assez important, puisqu'à la fois ils ont été instrumentalisés par la CIA et le gouvernement américain pour mener des opérations secrètes au Congo, mais aussi un rôle contestataire, puisqu'on le sait, les musiciens de jazz de l'époque ont été très impliqués politiquement. Et donc là, le film retrace aussi tous les liens qui ont pu se faire entre musique et politique pendant la guerre froide. C'est un documentaire fascinant qui exige notre patience et notre attention. Il y a beaucoup de sources, beaucoup de textes, beaucoup de musique, de documents d'archives. Donc c'est un travail de montage très très impressionnant, mais ça exige aussi une certaine concentration de notre part. Et c'est un film assez long qui dure 2h30. Je pense que c'est un excellent documentaire et je vous conseille vraiment d'y jeter un œil s'il passe près de chez vous. Et enfin, sur un autre registre, mais qui parle aussi d'oppression politique, il y a Marche ou crève de Francis Lawrence. Francis Lawrence, dont on avait parlé récemment dans Ami, puisque c'est le réalisateur d'une grosse majorité des films Hunger Games. Et c'est marrant qu'il réalise Marche ou crève, puisque je pense que Hunger Games avait été très fortement inspiré par le livre Marche ou crève. C'est un livre de Stephen King qui est génialissime, je vous le recommande. Un livre dystopique qui imagine une Amérique dans laquelle des hommes sont sélectionnés pour participer à une très longue marche jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Le gagnant remporte beaucoup d'argent et peut aussi voir son vœu le plus cher exaucé. Mais tous les autres vont mourir les uns après les autres, puisqu'en fait, s'ils s'arrêtent de marcher ou même s'ils ralentissent le rythme, ils sont exécutés. Comme toujours chez Stephen King, le concept est absolument génial. C'est le maître du suspense. Moi, c'est un de mes auteurs préférés et j'avais adoré le roman. Mais j'allais un petit peu voir le film à reculons parce qu'on sait que les adaptations de Stephen King sont pas toujours très réussies au cinéma. Il y a quelque chose de très très fort dans son ton à l'écrit qui n'arrive pas toujours à être bien transposé au cinéma. Et dans ce cas précis, je dirais que c'est une adaptation fonctionnelle qui fait le taf. C'est pas ouf, mais c'est pas mal quand même en termes techniques. Francis Lawrence arrive à faire monter la tension progressivement et l'émotion aussi. Je pense qu'il doit beaucoup à son excellent casting. Le personnage principal est interprété par Cooper Hoffman, le fils de Philip Seymour Hoffman, qui jouait d'ailleurs dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson ayant aussi été un cinéaste très important pour Philip Seymour Hoffman, comme quoi tout est connecté. Il est encore une fois excellent dans ce film. Mais la vraie star, selon moi, c'est David Johnson, qui joue un autre de ces jeunes hommes qui doit marcher pendant très longtemps, qui se lie tout de suite d'amitié avec le personnage principal. David Johnson, qui avait été révélé dans la série Industrie, que je vous recommande vivement. Il était déjà très très remarquable dans cette série, même si c'est une série chorale et qu'il n'occupe pas forcément le rôle principal. Et là, donc, il incarne un rôle américain à la perfection. Il crève l'écran. Je suis vraiment ravie de le voir dans un projet grand public et j'ai hâte de le revoir dans plein d'autres films. Je dirais vraiment que la quasi-totalité du casting est très très bonne. J'ai aussi beaucoup aimé la musique du film qui a été composée par Jeremiah Freitz, qui est un des membres du groupe The Lumineers. Dans le classement des adaptations de Stephen King, je le placerai plutôt haut. Ça reste un divertissement grand public et je pense qu'on est en droit d'attendre un petit peu mieux.
Mais je dois reconnaître que j'ai pas boudé mon plaisir et j'ai passé un bon moment, même si ça consistait à voir plein de jeunes hommes mourir les uns après les autres. And the Golden Globe goes to. And the Golden Globe goes to. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar. Je termine cet épisode avec un petit point sur la saison des Awards qui est en cours. Maintenant que j'ai vu Une bataille après l'autre, je pense que ce film a de très fortes chances d'être nommé à plusieurs Oscars et peut-être même qu'il a la chance de remporter l'Oscar du meilleur film. Ce serait une première pour Paul Thomas Anderson. Et un petit peu comme Christopher Nolan, qui a enfin remporté l'Oscar avec Oppenheimer, je dirais que ce serait à la fois un peu dommage parce que c'est pas son meilleur film, mais ce serait vraiment chouette de voir enfin un des plus grands cinéastes vivants récompensé pour son génie, non seulement pour Une bataille après l'autre, mais aussi pour toute sa filmographie. Je pense qu'on peut s'attendre à voir DiCaprio nommé, je pense qu'on peut très fortement s'attendre à voir Sean Penn mener une très belle saison, parce qu'il est vraiment remarquable dans le film. Je pense que la photographie et le montage seront aussi nommés. Peut-être aussi la musique de Johnny Greenwood. Donc clairement, je pense qu'Une bataille après l'autre a toutes ses chances. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que c'est un film qui est politique et on en a déjà parlé. Dans la course aux Oscars, ce qui compte, c'est pas forcément d'avoir fait un bon film, mais aussi d'avoir un film qui va porter un message. Et l'autre gros concurrent pour l'instant, c'est Hamnet, mais ce n'est pas un récit contemporain. Et le message sera peut-être plus un message intime, puisque ça parle de parentalité et de deuil, alors que là, Une bataille après l'autre, c'est un film qui est très très contemporain, même beaucoup plus que la plupart des films de Paul Thomas Anderson. Donc, il peut potentiellement susciter une réaction très vive chez beaucoup de votants qui vont vouloir s'exprimer par rapport à l'Amérique d'aujourd'hui. On est encore très tôt dans la campagne, on aura donc le temps d'en reparler. En attendant, moi, j'ai commencé ma petite saison petit four et champagne avec les projections Golden Globes. L'autre soir, je me suis retrouvée à une projection assise à côté de Catherine Deneuve et Ryan Johnson. Je vous avoue que j'étais plutôt hypée. Et ce n'est que le début de cette saison. Je pense que je vais avoir plein de choses à vous raconter dans les semaines qui arrivent. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Merci à Éric Jolivalt d'avoir répondu à toutes mes questions sur les différents formats de projection des films. Merci à Caspar Salmon d'être venu discuter avec moi de Paul Thomas Anderson. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'espère que vous serez toujours là. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.